Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité à Star 21 TV et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les opérations de déguerpissement des emprises des voies publiques de Conakry se poursuivent après le SIG de Madina. C'est au tour du marché de Kobaya dans la commune de Ratoma d'être déguerpi. Les cris de cœur des vendeurs, c'est dans ce journal. Le jugement du dossier sur la réouverture du siège et QG de l'UFDG a été reporté pour le 4 mars prochain, une décision prise après des heures de débat entre les partis. Les détails, c'est dans un instant. Un bébé de 3 ans a été violé par un homme âgé de 40 ans à Timbitouni Centre, dans la préfecture de Kita, le mardi dernier. Vous aurez la réaction d'une activiste de la société civile au cours de cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le procès en appel pour la réouverture du siège et QG du parti UFDG s'est tenu ce jeudi 18 février à la cour d'appel de Conakry. Après des heures de débat entre les partis, le jugement du dossier a été renvoyé pour le 4 mars prochain. Alpha Omar Diallo, reportage. Fermé depuis le 20 octobre, soit 2 jours après l'élection présidentielle, le siège du parti UFDG et son QG restent toujours fermés. Dernièrement, les avocats du parti avaient interjeté appel suite à un jugement rendu par le tribunal de Dixine. La partie civile estime que le siège ne mérite pas d'être réouvert. Il ne faut pas passer par 1000 chemins. L'UFDG ne peut pas obtenir l'ouverture de ses locaux. À partir du 20 octobre 2020, suite à la déclaration de M. Mamadou Selou Dalen Diallo, qu'il a remporté les élections, la Guinée a connu une situation insurrectionnelle. Pour la défense, le siège de son client est injustement fermé. Après des débats avec le président de la cour d'appel de Conakry, aucune preuve n'a été présentée. Les avocats de l'UFDG estiment que le droit sera dit le 4 mars prochain. Nous avons expliqué au juge du référé que c'est sur la base de la force seulement, sans le droit, qu'ils sont allés fermer, d'abord s'accaparer du contenu du bureau de l'UFDG, ensuite occuper et le bureau et le siège par les agents de force de défense et de sécurité. Nous pensons que nous avons l'espoir que le juge de référé pourra aisément, sans crainte ni rien, dire le droit est le droit. Au lendemain de l'autoproclamation de Selou Dalen comme victorieux de la présidentielle du 18 octobre, le siège du parti a été assiégé par des agents de force de l'ordre. Depuis, il y veille nuit et jour. Face à la prolifération des forages à Conakry, le ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique a publié 2 communiqués le mercredi sur la réglementation et le paiement des redevances par les détenteurs de forages à but lucratif. Désormais, aucune constitution de forage n'est possible sans l'autorisation de la Direction nationale de l'hydraulique sur toute l'étendue du territoire national. Oumar Condé s'est intéressé à ce sujet. Suivez ce reportage. Ces 2 communiqués différents visent à réglementer l'exploitation d'eau face à la prolifération des forages en Guinée. Les exploitants violeraient l'article 23 de la loi portant code de l'eau en Guinée. C'est devenu un télécentre. Celui qui a un peu d'argent, il va en Sierra Leone, il va ou bien quelque part, il se trouve une machine, il vient, il creuse un forage et puis il installe sa machine ou bien ses machines. Il fait la mise dans les sachets, il met là-dessus, au bascotier, au ceci, cela, au cela, ainsi de suite. C'est ce que nous voulons réglementer. Si tu refuses de payer la redevance, mais enfin, nous allons appliquer la rigueur des différents articles qui sont dans nos différentes lois. Ça, c'est pur et simple. Cette réglementation vise particulièrement les détenteurs d'ateliers de forage et des sociétés d'exploitation à but lucratif de l'eau minérale. Ils doivent désormais payer des redevances à l'État. Je dis bien, l'alimentation domestique ne sont pas concernés. Seulement, il n'est plus autorisé à partir d'aujourd'hui, il n'est plus autorisé à qui que ce soit, pour une raison que ce soit
pour des raisons domestiques, que ce soit pour des raisons à but lucratif, il n'est plus autorisé à n'importe quel citoyen guinéen de faire un forage sans avoir une autorisation. Les constructions anarchiques des forages engendrent des conséquences fâcheuses. Yobo Doré en parle. Chaque carré a au moins deux unités d'extraction d'eau minérale, ce qui est très grave. Ça a des conséquences même géophysiques. Les gens disaient qu'il y a eu des tremblements, ainsi de suite. Il y a eu des bâtiments qui se sont affaissés dans les parages de la Magny, auprès du pont de la Magny, là où se trouvent les forages de la SEC. Il y avait des affaissements là-bas. Il y avait des bâtiments qui avaient des fissures. Donc cela est dû à l'exploitation anarchique, à la prolifération des forages. Le ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique a invité les détenteurs d'ateliers de forage à s'enregistrer pour obtenir un certificat avant le 30 mars prochain, délai de rigueur. L'État guinéen a décidé de mettre fin à la gratuité du paiement des factures d'eau et d'électricité. Face à cette situation, des citoyens de Conakry ont donné leur avis ce jeudi 18 février. Ils sont au micro de Yaya Bari. Si c'est normal, si on comprend l'État, après combien de mois, depuis le mois de mars passé, avril passé, pardon, on n'a pas payé le courant ni l'eau, mais aussi les transports, quelques transports urbains. Donc, si l'État juge nécessaire de faire aussi cette situation, je pense que l'État a raison, d'une part, que les citoyens s'acquittent de leurs droits aussi. L'accueil, ça s'est passé avec amertume. Parce que compte tenu de l'état d'urgence et du retour d'Ebola, surtout la pandémie qui est toujours en train de frapper le monde, c'est désolant. Non, moi, j'aurais voulu que l'État tienne compte du Guinéen. Parce qu'actuellement, franchement, ça ne va pas. En fait, cette information, nous, on a déjà reçu quand même les factures concernant la situation. Mais moi, je me rappelle parce que l'État, nous sommes au moment de Covid-19. Donc, dans ce cas, l'État devrait, parce qu'ils ont dit qu'on ne veut pas payer les factures. Dans ce moment, moi, je me rappelle parce que bientôt, on parlait encore d'Ebola. Donc, vous voyez, l'Ebola aussi est là. L'État n'a qu'à laisser l'affaire des factures. Moi, je voudrais que l'État laisse d'abord la facture. On va s'entraider, on va se donner les mains pour puisse, combattre le Covid-19 et Ebola. Je vous le disais tantôt, les opérations de déguerpissement des voies publiques continuent à Conakry. Au quartier Kobaya, dans la commune de Ratoma, les vendeurs de ce marché plaident auprès de l'État afin d'avoir un autre lieu de négoce. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara pour le constat. Les bulldozers du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire n'ont pas épargné le marché Kobaya. Ici, même les caniveaux étaient occupés par ces femmes. Mais selon ce vendeur de friperie, tout le monde n'a pas subi le même sort. Il y a certains qui sont fatigués au propos des places. Parce qu'ils ont dégagé certains, ils ont pris l'argent pour certains. Nous, on croyait que si on dit dégagement, c'est tout le monde qui va dégager jusqu'à la limite. Il y a d'autres personnes qui ont payé, ils ont resté. Donc nous, on n'est pas d'accord à ça. Pour éviter de créer des frustrations, Ousmane Mara et Mariam Oulare ont fait des propositions au ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire. Si on peut dégager pour ranger la route, il faut dégager 2 quartiers. Si tu as fini de ranger les 2 quartiers là, tu dis à un autre encore, tu dis ah je viens ici encore, c'est la tour de ici, mais pour dégager tout le monde en même temps, ça c'est une chômage dans ce pays. Parce que si tu as dégagé quelqu'un qui n'a pas la place, il va aller à la maison. Nous demandons à l'autorité de nous venir en aide. J'ai passé toute la semaine à pleurer. C'est ici nous gagnons de quoi nourrir nos enfants. Et c'est ce qu'on nous a retiré. Donc nous souhaitons qu'ils nous trouvent un endroit où nous pouvons rester. La présidente du marché n'a pas voulu se prêter à nos questions. Elle ne souhaitait pas non plus voir d'autres femmes parler de ce sujet.
Santé, dans cette édition d'information, l'Agence nationale de sécurité sanitaire était face aux hommes de médias ce jeudi 18 février 2021 à son siège à Kaloum. Objectif, orienter les journalistes sur le retour d'Ebola en Guinée. Compte rendu, Sayon Kamara. C'est la semaine dernière qu'un cas d'Ebola a été détecté dans la sous-préfecture de Guéké, préfecture de Nzérékoré. Pour harmoniser les informations sur cette maladie, Dr Sakoba invite la presse guinéenne à se joindre à sa structure afin d'éradiquer ce virus. Vous devez serrer la ceinture, on combat les rumeurs, on commente les directives et on donne les mesures de barrière sanitaire. Si vous le faites, je suis sûr, même les 6 semaines là seront longues. Vous êtes un membre de la riposte et pas un membre moins. Pour moi, vous êtes les attaquants de la riposte. Parce que vos paroles vont plus vite que nous, nos équipes. Donc, en tant qu'attaquant de pointe, vous devez veiller à donner la bonne information. Depuis quelques jours, des informations sur la date d'expiration du vaccin contre Ebola et l'arrivée de nouveaux font la une de l'actualité nationale. Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire apporte des précisions. Comme j'ai annoncé 11 500, pour toi c'est peu. Et par rapport à 50 000. Donc je vous ai dit que ça va venir par tranche. Maintenant, n'oubliez pas que le problème de vol est très difficile, sinon ça devait arriver depuis hier. Mais ils n'ont pas pu trouver l'avion pour ça, parce que c'est des vaccins qui aiment le froid. Lui aussi, il se conserve à moins 80 degrés. Pour le moment, la durée de vie du vaccin Ebola, on ne se préoccupe pas tellement pour ça, parce qu'il n'y a pas encore des études pour savoir si tu es vacciné, si ça dure 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Mais ce qui est sûr, ça peut arrêter la transmission dans une localité. Les chercheurs ne nous ont pas encore publié. Le lavage des mains, le respect de la distanciation sociale, la déclaration des cas de décès suspects sont des mesures préventives annoncées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle annonce le démarrage de la vaccination contre Ebola le lundi prochain. En marge d'une visioconférence organisée ce jeudi par l'Organisation mondiale de la santé, le représentant de l'OMS en Guinée s'est prononcé sur la communication adaptée en cette période de double crise sanitaire, Ebola et coronavirus. Suivez Joseph Kiezerbo au micro de Ibrahim Soribari. Le vaccin arrivera à Conakry et sera transféré immédiatement sans délai sur le site des opérations à Nzérékoré. Et les opérations de vaccination ont été anticipées, en particulier avec la formation des équipes de vaccinateurs et la préparation logistique. Donc, afin qu'il n'y ait pas de délai entre l'arrivée des vaccins et le début des opérations sur le terrain. Donc, les vaccins vont être transférés immédiatement à partir de Conakry sur le site des opérations dans la région de Nzérékoré. Restons toujours dans le même cadre. Au cours de cette visioconférence, des précisions ont été apportées sur la résurgence de la maladie à fièvre Ebola en Guinée. Suivez Mohamed Lamine Yansane, représentant de l'ANSS, à cet échange entre experts de santé et hommes de médias. Nous allons pouvoir mutualiser un peu les efforts et les moyens qui étaient déployés pour la COVID. Nous allons essayer de mutualiser les mêmes organes pour essayer de prendre en charge la nouvelle situation avec Ebola dans notre pays. Donc, toutes les commissions qui étaient là, les structures de prise en charge qui étaient dans le pays, parce que nous avons eu quand même la chance, avec la première vague Ebola, de renforcer non seulement les structures de prise en charge, mais aussi les structures de coordination. Il y a un centre d'opération d'urgence actuellement fonctionnel dans tous les districts du pays. Il y a des laboratoires qui peuvent faire le diagnostic à tous les niveaux, aussi bien pour Covid que pour Ebola.
Comme je vous le disais au sommaire, un bébé âgé de 3 ans a été violé dans la journée du mardi 16 février 2021 à Timbitouni Centre dans la préfecture de Pita. Un membre du club des jeunes filles leaders de Guinée dénonce ce phénomène qui est devenu récurrent en Moyenne-Guinée. Elle interpelle l'État à durcir le ton. Le point avec Yayo Moubari et Ibrahima Khalil Silla. Âgée de seulement 3 ans, Aïssata Ba est morte après avoir été violée à Pita par un homme âgé de plus de 40 ans. Le club des jeunes filles leaders de Guinée dénonce cet acte criminel perpétré à l'endroit d'un bébé innocent. C'est quand même pitoyable, ça rend furieux de comprendre ou de savoir que jusqu'à présent, malgré tout ce qui est en train d'être fait dans le sens de la protection des filles en Guinée, notamment sur les questions d'agression sexuelle, les gens continuent quand même à aller vers ces problèmes de viol. C'est quand même pitoyable en fait et très très difficile à comprendre qu'on soit là jusqu'à présent en termes de non-évolution des cas de viol en Guinée. L'auteur présumé de ce crime se nomme Al-Seni. Il se trouve actuellement dans les mains des autorités locales. Kadiatou Konaté rassure que justice sera faite dans ce dossier. Alors, ce qui est primordial dans cette action, c'est d'abord mettre main sur le présumé auteur et ensuite le violeur même, c'est pas le présumé auteur, et ensuite faire son jugement. Ce qui a été fait, et parce qu'il a été déféré à la gendarmerie nationale de protection des personnes vulnérables qui est à Pita. Donc, ils vont s'assurer pour le circuit et faire en sorte que jugement soit fait. Cet activiste invite l'État à durcir la loi contre les auteurs du viol. Il faudrait qu'on continue, comme actuellement on le voit déjà, à punir les violeurs. Ces derniers temps, on voit combien de fois les violeurs sont punis et tout en République de Guinée, à 10 ans de réclusion criminelle, 5 ans de réclusion criminelle, 7 ans de réclusion criminelle. Donc on demande à l'État de continuer à punir ces violeurs. Au cours de l'année 2020, l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au Progem a dévoilé ses statistiques sur les cas de viol et d'autres pratiques assimilées aux violences basées sur le genre. Au total, il y a eu 374 cas enregistrés dans les 33 préfectures et la zone spéciale de Conakry. Direction l'intérieur du pays dans la soirée du vendredi 12 février 2021, Dame Aminata Kaba a été kidnappée à Karifa Mouria par des inconnus armés et conduite à la gendarmerie de Kankan. Cette mère de famille a passé 2 jours en garde à vue. C'est un reportage de Abdoulaye Koya Silla et Nandaman Kourouma depuis Kankan. Nous en savons un peu plus sur l'enlèvement de Mme Aminata Kaba. Ce sont 4 agents venus de Conakry qui l'ont arrêtée le 12 février dernier. Ils se sont servis de l'appel qu'elle a reçu mercredi 10 février de la part de Issa Kaba, son frère. Ce dernier est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de trafic de cocaïne. Ses enquêteurs lui auraient demandé de collaborer. Lorsqu'ils m'ont enlevé, je leur ai demandé « Où est-ce que vous m'amenez ?» Le véhicule roulait de toute vitesse. Ils m'ont demandé de coopérer. Je leur ai dit que je ne connais même pas pourquoi ils m'ont enlevé. Donc, ils m'ont demandé si je connais Issa. J'ai dit que c'est mon frère. Ils voulaient savoir où il est, parce qu'ils auraient trouvé mon numéro dans son téléphone. C'est pourquoi ils sont venus de Conakry. J'ai parlé avec Issa le mercredi. Il m'a dit qu'il viendra ici, mais qu'il est de passage et depuis lors, on ne s'est pas vu. Cette dame a passé 2 jours en garde à vue à la gendarmerie de Kankan. Elle dit avoir été bien traitée. Ils m'ont demandé de les conduire à la gendarmerie. Arrivé là-bas, ils m'ont encore posé des questions sur mon frère. Je leur ai dit que je ne sais pas où se trouve Issa. J'ai passé 2 jours avec eux. Ils ne m'ont ni frappé ni insulté. C'est juste que je n'étais pas libre de mes mouvements. Aminata Kaba a été sortie de cette affaire suite au concours des membres de sa famille. Son téléphone est resté tout de même entre les mains des gendarmes. Les enquêteurs lui demandent d'être prête à répondre à leurs sollicitations à tout moment. Quant à son frère Issa Kaba, traqué pour trafic de cocaïne, il est activement recherché.
sport pour finir, le championnat guinéen de football féminin démarre le dimanche 28 février 2021 dans les stades du pays. Cette fois-ci, c'est la Ligue guinéenne de football féminin, LGFF, qui s'occupe de l'organisation à la place de l'association des entraîneurs de football féminin. Au total, 12 clubs repartis en 2 poules prendront part à la compétition. C'est un reportage de Ibrahima Diallo. Après plus de 2 reports, le championnat guinéen de football féminin va démarrer le dimanche 28 février prochain. L'événement se tiendra sur les différents stades du pays, selon un communiqué de la Fédération guinéenne de football. Le vice-président de la Ligue féminine de football évoque quelques difficultés que rencontrent les équipes féminines. Les équipes ont eu d'énormes problèmes de préparation parce que la première date qui a été fixée le 1er décembre est ratée. Donc les équipes ont mis beaucoup de moyens pour respecter le rendez-vous. Mais ces moyens la date n'a pas été respectée. Après 3 mois maintenant, la reprise est venue. Ça a trouvé que les équipes n'ont plus de moyens. Donc on attend les subventions pour reprendre. Même les 10 jours là sont suffisants pour nous pour qu'on joue le championnat. La question de la subvention par la Fédération guinéenne de football des équipes engagées dans cette compétition se pose. Le vice-président de la Ligue féminine de football apporte des éclaircissements. Oui, les équipes seront subventionnées par la Fédération guinéenne de football. Donc on ne maîtrise pas d'abord la hauteur, mais on attend peut-être d'ici la fin de semaine, nous serons édifiés sur la subvention. Kamara Tombodi, capitaine des IT de Kamsar, s'est dit réjoui de cette annonce. Pour cette reprise, je dirais Dieu merci. Au premier abord, c'était une chose qu'on attendait depuis fort longtemps. Et voilà aujourd'hui que les efforts ont donné des fruits. On s'est beaucoup battu pour que ce championnat ait lieu. Et aujourd'hui, voilà, le championnat, il est là, les programmes sont sortis. Et nous sommes très contents de cette nouvelle. Pour parvenir à cette reprise du championnat féminin, il a fallu que les équipes féminines bataillent dur, nous a confié hors micro un responsable de la Ligue féminine de football. Voilà, c'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez connectés. Les infos continuent à Star 21 TV. Au revoir.